Bonjour vous et bienvenue sur votre podcast d'actualité jeux vidéo préféré, Singe Pourpre. Aujourd'hui est une nouvelle semaine et qui dit nouvelle semaine dit nouvelles actualités jeux vidéo. Et bon sang des actualités jeux vidéo, il y en a eu beaucoup, je suis toujours Ico, accompagné cette fois-ci d'Elena. Coucou Elena. Coucou. Accompagné également d'Étagère. Bonjour. Et enfin... Tu es presque, vas-y. Mage. C'est moi. Yes. Ouais. Yes, let's go. Vous allez bien tous les trois? Non, Non, qu'est-ce qui t'arrive? les allergies. Les allergies c'est dur. Quelle horreur, mais quelle horreur. Tout pareil. Non, toi t'as une sinusite des enfers depuis 15 ans. C'est vrai, à peu près. Mais ça, terrible. c'est l'âge. Il se mouche, il y a de la morphe partout sur son clavier, j'ose même pas m'approcher pour faire des corrections sur les vidéos ou quoi que ce soit, c'est terrible. Et toi Léna, ça va? Moi ça va, pas d'allergie, pas de sinusite. Tout va Juste de bien. la fatigue. Oui, juste fatigué. Avant qu'on commence quoi que ce soit, je tiens à vous remercier, déjà vous, de nous écouter. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre ces podcasts. Merci beaucoup. Pensez à faire un petit retour sur les différents supports de podcasts, que ce soit des notations en étoiles ou des petits commentaires, ça fait toujours plaisir et ça nous permet, nous derrière, d'être encore mieux positionnés derrière pour que on soit de plus en plus écoutés et qu'on domine le monde du podcast. Quelque part, c'est un peu l'objectif tout à fait pragmatique qu'on s'était lancé et qui était de les dominer tous et dans les ténèbres les lier. C'était un petit peu ça l'objectif, il me semble, on était tombés tous d'accord là-dessus. S'il y a une référence, je l'ai pas du tout. C'est un podcast pour les dominer tous. Oui, exactement. Mais dans ce cas-là, je pense pas que parler de jeux vidéo soit la plus courte des routes. J'aime je suis un joueur d'Elden Ring. Ça y est, c'est la nouvelle ref maintenant. Exactement, la nouvelle ref. Aujourd'hui, au sommaire de ces Blast News de ce 25 février, puisque c'est de l'actualité, c'est forcément limité dans le temps, malheureusement, c'est des podcasts qui périment. C'est périmé. C'est dur à dire. Aïe aïe aïe. Ouais, mais ça va, c'est 25 février. Si ça se trouve, il y a des gens qui vont se faire avoir genre à des années qui sont pas l'année en cours. On est en 2023, je vous rappelle, attention, c'est important. Ce qui est faux, Ah, mais c'est pas grave. Totalement fou. Donc au sommaire, je disais, on va parler des jeux offerts sur le PlayStation Plus pour le mois de mars, parce qu'il y a des jeux plutôt intéressants, et surtout un dans le lot qui a été offert Day One. On parlera également, ça c'est... Voilà, on a eu beaucoup de news et de polémiques qui ont été données cette semaine. C'est croustillant, j'ai envie de vous dire, c'est très très croustillant. On va parler du croustillant Street Fighter 6 qui a été annoncé. Voilà, évidemment, on va parler de l'annonce et des petites polémiques qu'il y a eu autour, parce que c'est rigolo, c'est très rigolo. On parlera de Square Enix qui est un petit peu déçu des Gardiens de la Galaxie. On parlera ensuite du design du PlayStation VR 2 qui a été présenté. Alors on n'a pas de données exactes sur ce qui est embarqué dans le PSVR 2, mais on a le design, on va dire, c'est mieux que rien, j'ai envie de dire. Oui, Et c'est déjà ça. On enchaînera sur la polémique, encore une polémique autour de Horizon Forbidden West, parce qu'il y a eu une polémique autour de son prix d'achat version PlayStation 5 par rapport à la PS4. Voilà. Effectivement. Ça va, c'est marrant, sauf pour celles et ceux qui se sont fait enfler, mais c'est pas grave. Et puis voilà, on va terminer sur la grosse sortie du mois, et j'ai envie de dire de l'année, et à titre personnel, de la vie. Carrément. Carrément, C'est- oui. Mais tu l'as pas encore fini. Je l'ai pas encore terminé, mais pour le moment, je sais très bien où est-ce que j'ai mis. J'en suis à une trentaine d'heures de jeu, en tout cumulé. Et ouais, ça fait partie de mon jeu de la vie. Non, mais Il est là, vraiment tu- très tu très bien. com- Mais je suis à fond dedans après. Tu t'imagines pas étagère, mais moi je vois, il est en train de mettre Zelda au placard. Ah. Ça y est, Les reviews C'est d'Elden bien. Ring, on comme a, je on a disais. décidé de grandir, à ce que je vois. On a décidé d'avoir les os solides. Parce qu'on blaguait beaucoup sur le fait que Horizon, oui, ils vont encore sortir face à un Zelda-like qui va venir les mettre la main aux fesses, etc. C'est pas ce que je voulais dire, parce que mettre la main aux fesses à Horizon, c'est un petit peu tendancieux, mais c'est pas grave. C'est pas du tout ce que tu souhaitais exprimer. C'est n'est-ce pas ce que je voulais exprimer, mais Elden Ring est Malheureusement, l'image est arrivé là. et effectivement c'est aussi un 10 sur 10, mais on aura le temps d'en parler. Bienvenue sur les Blast News, installez-vous confortablement, ça commence maintenant. La première actualité du jour concerne les offres PlayStation Plus pour le mois de mars. On a ma foi, une sélection plutôt intéressante de jeux, je trouve. En tête d'affiche Ghost Runner sur PlayStation 5, qui est un très bon jeu. Voilà. D'accord. On a Ark Survival Evolve sur PlayStation 4. Donc le reste, ce sera sur PlayStation 4. Si vous avez une Oui, PS5, vous pourrez jouer à tous.
Si vous avez qu'une PlayStation 4, vous ne pourrez pas jouer à Ghost Runner. Vous pourrez jouer à Ark Survival Evolved, qui me semble c'est tous les DLC qui sont dedans. Enfin, c'est une version best-of de C'est Ark. possible. Une énième édition best-of. Une énième. On a le jeu préféré de étagère Sonic Team Racing. Quelle indignité. Quelle indignité. Il fait semblant, mais il aime vraiment. Non, Que- non, quand- non. Si. Je me Non, souviens non. quand t'as découvert les jeux qui étaient offerts, t'es fait mais pourquoi c'est tout le temps Team Racing Mais c'est parce que l'autre il est pas sorti sur Play 3. Ouais, mais l'autre, c'est un bon jeu. Oui, mais il est pas sorti de la Play 3 ni de la Xbox. C'est un rétro, c'est un jeu rétro. Ouais, mais il est compatible sur Xbox. Oui, il est compatible sur Xbox. Et enfin, on a Ghost of Tsushima Legends. Alors, il me semblait que c'était un DLC gratuit, ça devient un add-on. Bah, j'avais souvenir qu'il était gratuit aussi, mais je pense qu'on se trompe. Hein. Il avait l'air dans le jeu. Je pense que tu pouvais pas y jouer sans avoir le jeu, peut-être. Mais ici, il est considéré comme bonus. Alors, je l'ai pas lu, mais je pense qu'il doit être en mode, tu sais, standalone, peut-être. Le Ah. multijoueur Ghost of Tsushima en standalone. Je pense, attention. Donc ils ont détaché le Legends du jeu original et donc du coup tu peux découvrir l'univers de Ghost of Tsushima via ce standalone finalement. Je pense parce que les deux jeux sont liés, de toute façon. C'est pour jeu- ça que j'étais surpris quand j'ai Ouais. vu ça. Bah, je pense que c'est un standalone. Bah oui, c'est pas mal en vrai pour rentrer C'est dans un le truc. multijoueur, donc c'est peut-être juste donner accès au multijoueur à tous ceux qui veulent pour s'amuser sans forcément faire l'histoire. Tu voudrais dire qu'il faudrait apporter du contenu multijoueur à un abonnement qui permet de jouer en multijoueur? Oh, Je sais Oh, pas. oui. je vois pas ce que tu veux dire. C'est subtil. C'est résumé, c'est bon. Le gros ajout qui concerne en réalité le PlayStation Now, donc qui est la formule à côté, et que tout le monde s'est empressé de dire oh là là, c'est la réponse de PlayStation, ça y est, le programme Spartacus, qu'on avait déjà parlé dans le premier retour des Blast News. Le programme Spartacus est en train d'arriver, c'est absolument incroyable parce qu'il y a Shadow Warrior 3 qui va débarquer Day One sur le PlayStation Now. Étagère, tu as déjà joué à Shadow Warrior. Alors oui, j'ai pas joué au 3, mais oui, j'ai joué à Shadow Warrior. Et alors, oui. c'est comment? Est-ce que tu recommandes cette série? Oh, bah ça c'est très drôle. C'est un FPS un petit peu à l'ancienne quand même, qui je suppose fait écho à un jeu beaucoup plus ancien, beaucoup bourré d'humour, bourré de bonnes références, bourré d'humour gras, mais d'humour nonobstant. Me diront coup, en tout cas, c'est disponible Day One sur PlayStation Now. Si vous possédez l'abonnement PlayStation Now, qui je le rappelle pour le moment n'est pas encore associé à l'abonnement du PlayStation Plus, hein, c'est un abonnement supplémentaire. Ça fait cher le Shadow Warrior quand même. Ouais, mais ça reste toujours Oui, moins c'est cher que de le prendre le jeu indépendamment. Tu vois, tu testes un mois. Et puis t'as l'occasion de pouvoir jouer à Shadow Warrior C'est sur le vrai. mois, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi Oui, pas? C'est sympa, mais bon, ça fait quand même un double abonnement, tu vois. Je peux Ouais. comprendre qu'il y en a qui soient très réticents pour le coup. Surtout quand tu vois que les copains à côté. Bon, c'est pas les copains forcément du coup, mais quand tu vois qu'à côté il y a des offres plus intéressantes. Qu'est-ce que tu veux dire par c'est pas les copains? Il y a pas d'amitié là-dedans, tu le sais. Y a pas d'amitié. J'ai vu des mecs pro Game Pass se battre au couteau contre des pros PlayStation Now tout à l'heure. Hein, Des et- pros Spartacus. des pros Spartacus. Est-ce que j'ai envie de me battre au couteau contre un pro Spartacus? Non, pas vraiment. Apparemment, tu reçois une armure quand tu soustrais à l'abonnement Spartacus. Bon, on est très très vite parti sur des actualités sur lesquelles finalement il y aura plus de choses à dire, hein, notamment. Ça Street y est. Fighter 6. Oui, Capcom l'a annoncé. Street Fighter 6 est annoncé. Oh, joie incroyable. Nous avons vu un Ryu réaliste qui se bat contre, je crois que c'est un personnage de Street 5, je sais plus comment il Luke. s'appelle. Luke. C'est Luke. Qui Avec se bat un contre K. Luke. Et où on voit les muscles qui tressaillent dans un teaser qui me rappelle personnellement, enfin qui m'a rappelé la Tekken présentation 6. de Tekken 6. C'était très Tekken 6. Mais toi, tu dois être très content parce que t'aimes beaucoup cette licence, non? Ah oui, moi j'étais très content de voir arriver ce teaser. Et il y a plein de questions. Alors on viendra sur la polémique un petit peu après, mais déjà j'aimerais me concentrer un petit peu sur le jeu. Street Fighter V, ça a été un relatif, pas échec, mais c'était compliqué. Oui, alors c'est compliqué. Même pour Capcom, là, avec Street Fighter V, c'est compliqué si tu te penches sur les chiffres de vente. C'est le 4e jeu de combat le plus vendu de sa génération. Quand même. Ouais, alors, sauf que il est derrière Tekken 7, Mhm. il est derrière Dragon Ball Fighter Z, et en cumulant Dragon Ball Fighter Z, Tekken et Street Fighter, on n'atteint pas Smash.
Ça reste le 4ème quand même, c'est pas mal. Après, à l'échelle d'un Street Fighter, Oui, c'est vrai que ça peut être décevant. Je crois que c'est 6 millions quelque chose d'exemplaires vendus à l'heure actuelle. Alors, les problèmes de Street 5 initialement, c'était quoi? C'était. Bah, c'était des problèmes qui sont très liés hein, au modèle économique de Capcom, qui est encore très dans l'arcade, tout ça. Street Fighter V, à sa sortie, a été critiqué notamment pour son manque de contenu, son nombre très faible de personnages. Il y a quand même quelques magazines hein, ou quelques sites qui ont eu l'occasion de s'illustrer par le fait qu'ils n'avaient pas compris ce que c'était que Street Fighter, en parlant d'un gameplay qui se renouvelait apparemment pas. Excusez-moi, je tousse. En définitive, c'était un bon jeu, même si après, apparemment, je le rapporte comme je l'entends, à haut niveau, il est pas spécialement agréable. C'est un jeu, il est vivant, hein, il est vivant comme tous les gros jeux, mais il m'a l'air de vivre quand même beaucoup moins facilement que Street Fighter 4. Mais ça, c'est à cause du fait qu'il n'y avait pas de version arcade du jeu. Alors c'est sûr ça, que ça, pour la c'est scène japonaise, c'est compliqué. C'est le grand paradoxe, ça. Il est pas sorti sur arcade, mais il a un modèle de développement qui est très arcade. Street Fighter 6 a été annoncé, on a vu le logo, je reviendrai sur la polémique du logo, parce que c'est un peu ça qui fait l'objet de cette news qu'on va parler, hein, les polémiques autour du logo. C'est ça qui fait l'actu. Exactement. Il y avait des attentes qui pouvaient se cristalliser, je pense, autour du modèle économique, ou comment fonctionnerait ce Street Fighter, en sachant que le logo faisait très e-sport finalement. Alors il y a eu des blagues autour du fait que ça pourrait faire un petit peu des NFT, ça rappelle le logo NFT. Je pense pas que... Quoique avec Capcom, on est toujours, on n'est jamais au bout de nos surprises. Hein. J'ai peur. Est-ce que le logo NFT n'a pas la même source que ce logo-là? J'en sais rien du tout, mais toujours est-il que Capcom est capable du meilleur comme du pire. Ça, on l'a vu dans son histoire. Ouais, quoique, soyons sympas. Cette dernière génération, c'est plutôt le meilleur. Oui, mais justement, qu'est-ce qui va te dire que maintenant ils vont pas faire le pire? Laisse-moi tranquille. Tout le temps comme ça. Laisse-moi tranquille. Laisse-le rêver. Non mais voilà, il faut le dire au bout d'un moment. Toujours est-il que... De toute façon, je préfère Tekken. Ah bah Ok. voilà. Ah bah voilà, c'est donc ça la Ça finalité drop du débat. Zemi qu'il s'en va. Merci beaucoup. Du coup, je disais, oui, un logo qui fait très e-sport. Et je me suis dit, est-ce que... voilà, et je pose la question à vous aussi. Est-ce que finalement, l'avenir de ce genre de jeu de combat, ce serait pas d'avoir un modèle un petit peu à la League of Legends sur un jeu qui serait en free-to-play, qui fonctionnerait avec très peu de personnages et des micro-transactions pour acheter des costumes et ou des personnages que tu pourrais éventuellement gagner en remportant de la monnaie interne du jeu? Est-ce que ça serait pas intéressant de miser à fond les ballons sur ce volet-là, sur le volet jeu-service? Parce qu'encore une fois, c'est pas... Je suis pas le genre, je l'avais dit la semaine dernière à propos de Battlefield, je suis pas le genre de mec à prôner le jeu service pour tout, mais force est de constater que le jeu service, ça peut très bien aller à certains genres de jeux, notamment je trouve le jeu de combat. Si tu veux faire vivre ton jeu sur la durée, bah le modèle du jeu service, c'est celui qui fonctionne le mieux, je trouve. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez pour pouvoir entretenir tout ça, mais moi je serais de ceux qui seraient pour, en tout cas, qu'un Street Fighter adopte ce modèle-là, pas forcément en free-to-play, mais un modèle qui soit plus décomplexé que celui de Street 5 qui proposait de la publicité dans son jeu. Avec la possibilité du coup d'acheter tes propres combattants par exemple, de Oui, personnaliser un peu ton approche. Ouais, d'acheter les personnages qui te conviennent, ou soit avec du vrai argent, soit avec de l'argent que tu gagnes... De l'argent du jeu. De l'argent du jeu, exactement. Donc moi je me dis, ça pourrait être intéressant d'avoir ce genre de... Et puis même pas forcément les personnages, mais ne serait-ce que les cosmétiques, tu vois, ça pourrait fonctionner très bien. Un modèle comme Fortnite avec un pass combat, tu vois, où tu gagnes un système de cosmétiques sur toute la durée de la saison, des trucs comme ça, mais en jouant du coup au jeu de combat, et sans rentrer dans le détail il faut plus de tutos, etc. dans un jeu de combat. Moi je trouve que c'est un modèle, en tout cas, s'il se lance avec le focus e-sport, moi je dis pourquoi pas, ça peut être intéressant. Alors, ça a théoriquement déjà existé. Ouais. C'était Bandai Namco qui avait fait ça justement avec Tekken Revolution en 2013. Ouais, mais c'est loin, 2013. C'était loin, mais c'était effectivement un free-to-play avec plus ou moins ce que tu proposes. À ceci près que Tekken Revolution s'était pris les pieds dans le tapis à cause d'un système d'XP des personnages qui les rendait cassés. Quand tu montais de niveau, ça avait un effet sur ton bonhomme. Ton bonhomme pouvait taper plus fort. Imagine, si on applique ça à Street Fighter,
tu joues, je sais pas, admettons Balrog, non même pas, tu joues Ken, et t'essayes d'avoir des Shoryuken qui vont plus vite et plus loin. Il y a des dérives, mais on Oui, est plus oui. en 2013 et aujourd'hui c'est- t'as des modes. Enfin, tu le vois que c'est des modèles qui peuvent fonctionner. C'est surtout pour la blague que je dis ça, mais oui, effectivement, c'est un modèle que je préconise, surtout quand il est très 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 probable que ce soit Riot eux-mêmes qui s'enfoncent dans ce modèle-là, avec un jeu de combat qu'ils ont annoncé, hein, duquel on a eu quelques images, et qui est, il me semble, lié au rachat qu'avait fait Riot d'un studio indépendant qui avait développé un jeu de combat à l'époque. Je dis ça un petit peu sans certitude, mais le studio derrière Rising Thunder, il me semble, qui était déjà parti dans cette idée-là. Donc D'accord. moi j'attends de voir, vraiment. Parce que finalement, est-ce que Capcom se serait pas un petit peu mis le feu aux fesses en se disant Riot, ils sont quand même vénères, faudrait pas qu'on lâche du lest sur le domaine que finalement on est censé maîtriser, à savoir les jeux de combat. Est-ce qu'il y aurait pas un petit peu une peur quelque part, même mineure, de se faire grappiller du terrain par des nouveaux concurrents qui sont pas si nouveaux que ça, dans le sens où ils ont un gros jeu à succès, une licence qui fonctionne très bien et des personnages extrêmement attachants qu'ils ont réussi à développer jusque sur Netflix, ce que Capcom n'a jamais vraiment réussi à faire. Bah, il y a eu des tentatives de choses chez Capcom, il y a eu des tentatives de développer l'univers d'ailleurs. Ce Street Fighter 5, je sais pas exactement où il se place dans la chronologie Street Fighter. Peut-être après le 3, sans doute après le 3. Ce serait bien qu'ils aillent après le 3 un jour. Ce serait bien, hein, un jour, sait-on jamais. La tête de Ryu me fait penser que c'est après le 3. Me fait espérer que c'est après le 3. Oui, bah ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Capcom s'est fait grappiller du terrain sur cette génération-là. Street Fighter a complètement perdu de sa superbe avec le 5, là où le 4 il était beaucoup moins discutable et beaucoup moins discuté, j'ai l'impression. Le 5 il a pas fait l'unanimité du tout. Bah, je pense qu'on peut passer directement à la fameuse polémique du coup. Le logo. Le logo. Alors c'est marrant parce que personne ne l'a vraiment apprécié ce logo, à juste titre. Bon, chacun dira s'il le trouve beau ou s'il le trouve moche, mais une chose est sûre, c'est qu'il est passe-partout. Il est radicalement différent de ce à quoi nous avait habitué Capcom, avec, c'est peut-être une identité graphique qui est ancrée dans le passé aussi, je suppose, mais il y avait... Pour moi, Street Fighter, c'est vraiment ce logo en lettres de feu, en rouge et en jaune, et qui pète. Et du coup, il y a des gens, ils ont fait leur petite enquête et tout, et ils se sont rendus compte que ce logo, il existait déjà, mais sur Adobe Stock. Et que c'est un logo qui était proposé à 63,99€. Plutôt cocasse de voir tout ça apparaître petit à petit, de se rendre compte que finalement, à force de chercher dans le minimalisme, tu tombes sur des trucs qui sont déjà faits. Parce que moi, je le vois très clairement, ce logo, c'est une volonté de s'inscrire. La mode du moment sur la typologie des logos, c'est le minimalisme. Tu en fais le moins possible. Le but, c'est que il soit diffusable et utilisable partout. Que ce soit sur des affiches, que ce soit sur des pages internet, que ce soit sur des téléphones, que ce soit sur des tablettes, sur tout support possible. Et très clairement, quand tu vois la typo du texte Street Fighter qui est écrit en dessous le logo du jeu, c'est une typo très simple, très lisible. Quand tu vois le logo qui a juste au-dessus, c'est quelque chose qui est plus dans l'air du temps et qui se vaut le plus simple, le plus lisible. Moi, je le rattache, cette transformation typographie, à la volonté, je sais pas si vous avez vu dernièrement, de Bandai Namco, d'aussi changer son logo pour quelque chose de très basique. On dirait le logo de Logikimo pour Bandai Namco. Je sais pas si vous voyez le logo de Logikimo là, avec la petite bulle, c'est exactement le même logo. Donc moi, je le vois là-dedans. Maintenant je me dis est-ce que vraiment ils ont piqué ce logo sur Adobe Stock, ou est-ce que finalement dans cette logique de simplification ils en sont arrivés à un moment où tu fais un petit peu tout le temps la même tambouille dans le minimalisme. J'ai l'impression ça finit par se ressembler. Moi je sais pas, vous en pensez quoi vous de cette petite actu? Moi je pense qu'ils cherchaient peut-être de moderniser un peu leur style, le côté visuel plus moderne, mais je pense que t'as pas tort. Le minimalisme, c'est difficile de proposer trop de choses. Donc si tu veux juste mettre les premières lettres de ton titre, oui, t'as pas énormément de choix. Si tu veux rajouter un peu de dynamisme, donc là, je suis d'accord avec toi. Je pense que ça fait assez e-sport quand même comme logo. En sorte de... C'est quoi? C'est un octogone ou pas ça? Il y a 6 faces, donc c'est... 6 faces.
voilà, ça Vous, fait, c'est un ça fait hexagone. combat, C'est un etc. hexagone. Non, c'est un Sextagone. Voyons voir. Qu'est-ce que c'est? Je t'en prie, continue pendant que t'as Voilà, mais moi, dès que je l'ai vu, je me suis dit, tiens, ça fait vraiment très e-sport, ça fait très un peu futuriste Alors, quand même. C'est un hexagone. C'est Hexagone. un hexagone, c'est juste moi qui suis con comme une table. Sexagone. Donc, Non, mais bon, donc ceci est un hexagone. Ok. c'est un hexagone. Est-ce que c'est un hexagone sans règles? Je ne pense pas. Mais il y a quand même cette dynamique-là dans le design. Moi, je serais pas surprise que, par exemple, un dessinateur qui a dessiné ça, ben, il s'est juste laissé porter par ce côté moderne, e-sport, combat, etc. Et qu'il a sorti ça. Après, il y a bien évidemment aussi la deuxième possibilité, c'est que le dessinateur... il s'est dit, bon, je vais pas aller chercher loin, je vais regarder ce qu'il y a de pas trop compliqué à trouver. Voilà, donc, mais ça, ça s'appelle la grosse flemme, quoi. Donc s'il a vraiment fait ça, je pense que c'est un peu décevant du côté du travail attendu Moi, à titre par des personnel, professionnels, quoi. ce qui me gêne le plus, c'est le 6. Et je trouve ça rigolo que du coup ce soit dans un... Il jure tellement. Mais il jure tellement. Juste l'hexagone aurait suffi à comprendre que c'est le 6, tu vois. C'est pas forcément sur le nombre de faces que tu regardes, tu les comptes pas. Oui, mais encore une fois, même... Et c'est là, encore une fois, pour moi, que ça... Je me pose la question sur le côté jeu surfixe, etc. Si vraiment la logique était d'unifier et de faire le jeu, le Street Fighter Ultime, moi, j'aurais carrément enlevé le 6 du nom et juste l'appelé Street Fighter, tu vois. C'est vrai. Street Fighter Ultimate. Non, juste Street Fighter. Et après, petit à petit, en fonction des mises à jour, tu rajoutes des Ultimes Street Fighter, Super Street- Ultime Street Fighter, HD, Remix, Revengeance. Parce qu'on est chez Capcom. faut pas Exactement, au l'oublier. bout d'un moment il faut respecter la tradition, c'est important les traditions, c'est ce pourquoi les gens ils arrivent à se repérer dans l'espace et dans le temps. Est-ce que t'as un mot à rajouter, Victor? Alors, sur le logo, pas du tout. Sur le jeu, encore moins, tu sais que je suis totalement imperméable aux jeux de combat en général. Moi, ce trailer restera juste dans ma tête en tant que trailer où il y a eu débat sur le fait qu'on voit le pénis de Ryu. C'est tout. Qui est une dick print de Ryu, c'est tout. Hein. C'est un vrai fact, vous pouvez aller voir. Oui, mais c'est, oui, effectivement. Mais c'est tout ce qui reste en tête pour moi. Le logo, c'est pas grave. Ryu Le penche à problème, droite. on voit juste la quéquette de Ryu, c'est tout ce que j'ai retenu personnellement. Voilà, je suis désolé. C'est ce genre de mec qui a retenu la quéquette de Luigi aussi. C'est ça. Oh la kick à Luigi là. Alors moi j'ai une petite question. Est-ce que ce logo, il attire pas par hasard autant d'attention justement parce que le trailer est vide? Je crois qu'elle allait dire parce qu'on voit le pénis de Ryu. Vous pensez que c'est le C'est logo? pas un trailer, c'est un Non mais teaser. c'est un teaser, mais il montre tellement peu que la seule chose à débattre, à part la quéquette d'un des personnages, Parce que c'est le important, logo. quand même, hein. Oui, bah peut-être, oui, mais... Si c'était un vrai trailer, le logo il aurait passé Ah, je inaperçu. suis pas d'accord. Moi je pense juste que les joueurs sont fatigués, qu'ils cherchent le moindre truc en permanence, c'est tout. Ils ont pas aimé le logo, ils sont allés, ils ont creusé, ils ont trouvé. Ouais, ils ont surtout vu que ça a trop changé vis-à-vis de ce qu'ils ont d'habitude. Bah oui, il y avait des ça lettres les a de feu trigger. avant, évidemment. Il y avait C'est du quoi, feu. ça, là Oh. On veut avait- du feu. Il y avait du feu. Ça jurait, c'était n'importe quoi, Là- ça pouvait se coller nulle part. Le jeu sera moins bon. Il y a plus de feu. L'actu qui suit concerne les Gardiens de la Galaxie. Bon, ça concerne Square Enix de manière générale, parce que Square Enix a aussi eu une actualité qui était, ma foi, assez importante, parce qu'en dehors de ces différentes annonces qui ont pu être faites, pas à l'E3, non, j'allais dire à l'E3, qui ont pu être faites au Nintendo Direct, Live Live, Chrono Cross, tout ça, il y a eu une continuité dans les Chrono Cross petites en annonces. français. Hein. Chrono Cross en français, exactement. Notamment sur le fait que voilà, ils comptent aller plus loin encore dans le jeu en HD 2D. Voilà. Donc il y aura très certainement d'autres remakes ou jeux originaux en HD 2D. Déjà le prochain arrivé c'est Triangle Strategy qui sort au début du mois de mars. Ah oui. Mais dans le lot ils ont aussi fait quelques petites annonces bilan en dehors de leur bilan financier. Pour dire déjà, bon bah Final Fantasy VII Remake s'en sort très bien. C'est cool. C'est cool, on est content. Par contre, et c'est là que c'est triste, Gardiens de la Galaxie, beaucoup moins. Hein, avec carrément, malgré des critiques solides, le lancement et les ventes de Marvel's Guardians of the Galaxy se sont révélés en deçà de nos prévisions. Alors on n'a pas de
on n'a pas de chiffres, Square Enix ne communique pas de chiffres, mais on se doute que, voilà, si en deçà de ces prévisions, peut-être qu'on est de l'ordre du... allez, ce serait quoi un échec vis-à-vis d'une licence comme Marvel's Gardiens de la Galaxie? Ce serait 1 million, 2 millions de ventes? Un truc comme ça? Bah ouais, c'est du bel échec. Hein. Vous étiez... alors, je sais que... Je pose une question, mais je connais la réponse. Hein, à l'annonce de Gardiens de la Galaxie, vous... rien à foutre. J'en ai marre de Marvel. J'en ai marre, mais j'en ai marre de tout ce qui est estampillé Marvel en fait. Même les jeux? Mais j'en peux plus. J'en peux plus. T'as marre de Miles Morales, c'est ça? Tu peux le dire. Hein. C'est un très bon jeu, sache-le. Je vous dis un jour. Moi, bah écoute, ça m'a pas spécialement attiré. Enfin, j'étais encore déçu en fait. On va y venir. On va y venir, mais tu sais, enfin tu le sais encore une fois, pourquoi Gardien de la Galaxie ne m'a pas intéressé, mais c'est parce que j'étais refroidi. Oui, mais c'était pareil pour moi. Hein. Elena, toi... Moi je me souviens, on a vu l'annonce ensemble. Ouais. Je t'avoue que j'étais un peu sceptique, si je me souviens bien, parce que c'est... Les Gardiens de la Galaxie, personnellement, je les ai découverts avec les films. Donc les voir comme ça, légèrement détachés, dans un univers espace qu'on n'a pas vu, donc du coup... Tu te dis d'accord, ils inventent un truc, est-ce que ça va prendre, est-ce que ça va pas prendre, est-ce qu'on va retrouver la même ambiance que dans les films, donc c'est toujours ce genre de questionnement, est-ce que on aura la satisfaction qu'on a eu avec les films qui étaient plutôt pas mal, donc c'est toujours ce risque à prendre je pense. Donc moi j'étais sceptique. Moi je vais couper court à tout ça, je vais vous le dire, Gardien de la Galaxie c'est un bon jeu, je dirais même c'est un très bon jeu. Oui, j'avais vu. Il n'est pas excellent. Il a des problèmes, il est peut-être un petit peu trop long, il y a des incohérences, il y a des trucs qui clochent visuellement aussi, notamment au niveau des visages, des expressions, etc. De la synchronisation labiale en français, évidemment, pour moi qui est un gros point noir. Mais c'est un bon jeu. Mais c'est un bon jeu qui, je pense, a été très 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 mal vendu, marketé, vendu dans le sens, on l'a mal vendu, dans le sens où... Il arrive après Marvel's Avengers, et c'est ce que voulait dire Victor, et que Marvel's Avengers a foutu un coup mais monumental à l'image des jeux Marvel développés par Square Enix. Quand le jeu Gardien de la Galaxie a été annoncé, je me souviens qu'on était tous là en train de se dire mais moi j'ai déjà fait Avengers, c'était pas bien, c'est toujours pas bien, je vais pas retenter le coup dans les Gardiens de la Galaxie, et ceux qui avaient l'espoir de se dire bon... Moi je suis fan de Gardien de la Galaxie, je le prends Day One et puis tant pis si c'est pas bon, moi je vais le voir. Hein. C'est une démarche de fan qui se tient tout à fait. Moi je prends n'importe quoi logoté Zelda, donc je suis bien placé pour le savoir aussi. Et moi aussi je l'ai pris plus tard en mode on va bien voir ce que ça donne, etc. Ça se trouve c'est pas si nul, tu vois. Et j'ai été surpris de me rendre compte que c'est bien. Et de voir qu'en fait ce jeu a souffert à ce point d'Avengers, je pense que c'est le point principal qui fait que ça s'est très mal vendu. Ça et le fait que, encore une fois, pour moi c'est le même problème qu'Avengers, mais comme Avengers était nul en plus d'avoir ce problème-là, à savoir la proximité avec les personnages du film sans jamais faire de référence au film, pour moi ça aussi c'est un problème. Et les gens savent à quoi s'attendre avec là-dessus, ils savent pas sur quoi se baser en fait. Et Gardien de la Galaxie, c'est un peu le même problème dans le sens où Peter Quill ressemble vaguement à Peter Quill des Gardiens de la Galaxie, mais pas trop. Il a plus ou moins la même tenue. Groot, c'est carrément le Groot des films en plus baraque. Comment il s'appelle Raccoon. Raccoon, c'est le Raccoon du film. Ouais. Il y a juste Drax, Gamora. Il est un peu moins... Il y a Gamora qui est très éloignée de la Gamora des films. Et Drax... Mais Drax, c'est celui du film, c'est pas celui des comics. Et pourtant, on te dit, c'est une histoire originale qui est plus proche des comics. Et effectivement, c'est plus proche des comics, mais... T'as cet univers, l'ambiance globale qui est tirée de l'ambiance des films. Tu peux choper gratuitement les costumes dans le jeu quand tu te balades, les costumes des films. Et t'as une histoire qui prend des origines un petit peu différentes des films. Ce qui fait que t'es complètement brouillé tout le temps. Quand tu prends la jaquette, t'as l'impression que tu vas jouer au personnage de film, parce que c'est le même masque que celui de Peter Quill aussi. T'as l'impression que tu vas jouer au film. Le Gardien de la Galaxie, la typo, c'est plus ou moins le même que celui du film, etc. Donc t'as une confusion qui est entretenue. Et à côté de ça, tu te dis, ça se trouve, c'est peut-être comme Marvel's Avengers, ça va être un jeu-service un peu nul. Et je pense que c'est sur là-dessus qu'il a vachement souffert, parce que ses vraies qualités, pour moi, elles n'ont pas été mises en avant. À savoir sa qualité d'écriture.
qui est très bonne. Et ça a été très peu mis en avant, je trouve. Et je trouve ça dommage que du coup ils se prennent les pieds dans le tapis pour ça. Après bon, ça reste un jeu Marvel, je comprends que du coup ça soit pas ton truc. Mais est-ce que malgré tout vous auriez envie de l'essayer, vous? Oui. Non, Ouais. toujours Oui. pas. Non, toujours pas? Ah, moi je fais partie de la team déception, genre j'ai été déçu une fois, j'attends un peu avant d'y retourner. Oh, Tant qu'il sera écoute, pas à 15 € dans un bac, je n'irai alors, pas. moi j'ai pas joué, mais j'ai suivi tout le jeu avec Florian. Le jeu, il est bien. C'est vraiment un bon jeu. C'est juste dommage qu'il a pas eu autant de mise en avant qu'il mérite en fait. Et effectivement, l'écriture scénaristique, elle est superbe. T'as des problématiques traitées très imposantes. Et c'est très bien traité. C'est pas souvent qu'on voit ce genre de sujet abordé dans le jeu vidéo et abordé de cette manière-là. Donc à ce niveau-là, c'est rien à dire, elle est très très bien. Donc en expérience histoire, expérience scénario, vraiment trop bien. Non, le Du jeu coup, aborde- c'est ta manière de dire que toi tu y jouerais, c'est ça Bah non, je jouerai plus parce que j'ai déjà tout vu avec Florian. Moi, c'est très difficile pour moi, tu sais, de jouer au jeu que j'ai quasiment tout vu en let's play, je peux pas. Non, moi je jouerais pas parce que ne serait-ce qu'il est trop long et je le sais. Tu me l'as dit, il est trop long. Et je sais que Il est trop long. ça me fera mal et que je vais être encore plus déçu et que potentiellement avec tout ce qu'ils ont appris avec ces deux jeux, je bouderai le troisième par défaut. Alors que je pourrais très bien me laisser séduire au prochain. Pas sûr qu'il y a un troisième. Non mais au troisième jeu du genre, je veux dire pas... Du genre. Carrément, tu vas bouder toutes les productions Square Enix qui sont à la troisième personne. Exactement. Ah ouais, bah, c'est radical avec toi. Square Enix, c'est finito. Forsaken, jamais j'y touche. Ah non, c'est fini, ils m'ont blessé. C'est une relation toxique là maintenant. Forspoken, pardon, pas Forsaken. Bon, bah écoutez, on passe à la suite. L'actualité qui suit concerne le PlayStation VR 2, qui avait été annoncé par Sony il y a déjà un petit moment, qui avait été légèrement teasé un petit peu plus tard ensuite, et qui a carrément été présenté cette fois-ci avec les courbes racées de son casque, les petites manettes en forme d'orbe, avec intégration de toute la technologie des DualSense à l'intérieur pour vous faire ressentir le jeu. Alors, je me permets une petite parenthèse, on s'en doutait tous un petit peu, mais tant que je peux le caser par là, la DualSense, c'était cool au début, mais maintenant, personne ne l'utilise absolument comme prévu. Et bien sûr, bien sûr. Ces technologies seront intégrées, on a vu le design, un design plus rond qui souligne le fait qu'on aura un écran en 360 degrés pour avoir une vision périphérique la plus étendue possible. On nous promet que la technologie embarquée nous permettra de profiter des jeux dignes de la PlayStation 5 en 4K HDR à l'intérieur. Il y a un système de modulation des lentilles pour pouvoir éviter pour pouvoir les adapter à ce qu'on voit dedans. Oui, bah oui. Il y a un autre système aussi d'aération pour éviter qu'il y ait de la buée qui ne se mette sur des lentilles qui seront intégrées. On a toujours la réglette à l'arrière du casque pour régler la taille du casque par rapport à votre tête. On se retrouve avec un casque qui m'a l'air plutôt beau. Il y a des caméras embarquées à l'intérieur qui vous évitent d'avoir un PlayStation Eye. Non, PlayStation Camera, c'est pas pareil, Oui, la oui, PlayStation oui. Eye. PlayStation Camera pour repérer les caméras, donc c'est caméras embarquées, et un seul câble à brancher sur la console, ce qui permettra du coup d'être beaucoup plus flexible et de l'utiliser plus régulièrement, ce PlayStation VR. Et surtout, bon, j'ai parlé tout à l'heure des technologies embarquées, on n'est plus avec les PlayStation Move obligatoires, non, c'est des manettes dédiées. Mais non, vrai alpha prendre PlayStation Move. Donc PlayStation VR annoncé, on n'a toujours pas de date malheureusement, ni de jeu. On sait qu'il y aura des kits de développement qui auront été embarqués, envoyés à différents développeurs. Moi, vous vous positionnez comment vis-à-vis de cette annonce de la VR par PlayStation sur le PlayStation VR 2 ? Vous en pensez quoi, vous ? Bon écoute, PlayStation qui continue d'essayer qui continue de dominer le marché de la VR hein, pour moi là. Et tu sais quoi, c'est la première fois que je suis intéressé. Ça y est, c'est officiel. Je perds mon gland de lait de la VR. Je suis intéressé par la VR PlayStation. Alors que j'avais résisté jusqu'à maintenant. C'est le casque qui te plaît ? C'est juste. Je sais pas, je me dis ils sont peut-être arrivés à maturation, tu vois. Enfin je sais pas, ça a l'air assez agréable. Les manettes me plaisent beaucoup en fait. Le côté circulaire comme ça ? Ouais, le côté circulaire, le casque a l'air plus petit aussi. C'est peut-être juste une impression.
Oui, le casque a l'air plus petit, effectivement. Ça a l'air moins, enfin, c'est le genre de truc, je peux poser dans un coin, je le sens, ça va pas m'embêter. Alors que avant, j'avais cette sensation de me dire, je va falloir que je trouve un endroit pour ranger tout ça, ça va être le bordel, dès que je vais le sortir, il y aura des câbles de partout. Là, il y a un côté très accessible. Oui, c'est ça, hein, le PlayStation VR, il faut, si vous l'avez en plus sur PS5, il faut l'adaptateur du PlayStation Camera PlayStation 4, parce que la caméra PlayStation 5 ne fonctionne pas pour le PlayStation VR originel. Il y a un processeur supplémentaire à brancher sur la console. Il y a 2 câbles HDMI. Ouais, ça fait un setup vachement important qui fait que moi, le PlayStation VR, il traîne chez WAM, même si j'ai bien aimé l'expérience. Oui, voilà, tu fonces un truc et tu le ramasses pas. Là, je vois bien mon casque posé sur un support. Je l'attrape, en 10 secondes, je l'ai mis et je joue. Donc ouais, là j'en suis à un stade où ça y est, le PlayStation VR commence à me charmer, donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour moi. J'avoue que si la promesse de l'installation rapide, elle est respectée, c'est bien. Ça peut être un truc, ça peut changer la donne pour des casques VR, ça c'est clair et net. L'arrêt et la fin de partie rapide, ça fait pour moi, c'est un indispensable pour ce genre de matériel, parce que, que le temps que tu mets à te lancer et le temps que tu mets à ranger, pour beaucoup ça joue. On n'a pas tous beaucoup de temps pour jouer, on n'a pas tous forcément le courage. Ni l'espace, il faut le faire. Ni l'espace, oui. Moi je suis dans un tout petit appartement, je peux vous assurer que dédier tout un rangement à du matériel qui est même assez cher, juste pour ça, ouais, ça me refroidissait. Maintenant, écoutez, let's go, hein. Let's go to the VR, comme on dit. J'étais à 2 doigts de dire que tiens, il y a encore des câbles, mais effectivement un seul câble pour tout ça. C'est vraiment pas mal, sachant que il y a quelques années, nous, on a essayé aussi, en casque d'un autre constructeur, on a essayé Oculus. Je me souviens à quel point c'était la galère d'installer tout pour jouer à des jeux qui, finalement, ne t'apportent pas tant que ça d'expérience de jeu. Finalement, c'est long à installer, c'est dur. Là, ça promet, effectivement, comme tu as dit Victor, ça promet une expérience de jeu quasiment instantanée. Tu prends ton casque, tu prends tes manettes et tu te lances et tu profites. Il faut savoir combien la taille que fait le câble maintenant. Moi, maintenant, entre une nouvelle angoisse pour moi, c'est de catapulter ces grands morts ma PlayStation 5, tu vois. En faisant un tour sur moi-même, parce que la PlayStation 5 est debout, forcément. Oui, effectivement. Le moindre mouvement est un danger, mais ça c'est un autre problème. Faut la mettre suffisamment loin. Moi je suis assez hypé parce que c'est vrai que PlayStation VR, le premier casque était pas mal, mais c'est vrai que c'était un casque d'entrée de gamme dans le milieu de la VR, mais ça suffisait, et ça suffisait surtout à faire de la VR un succès pour Sony, parce que c'est un des rares casques sur lequel tu peux te dire non, mais ça a été un vrai succès. C'est un casque sur lequel tu as des jeux et qui marche plutôt bien en plus, donc c'est cool de se dire que finalement Sony ça devient par défaut, vu que c'est les seuls sur le marché de console à le faire, c'est des leaders. T'as éventuellement Nintendo avec le Nintendo Labo. Mais du coup oui, c'est rigolo de se dire que Sony du coup est leader des casques VR sur console, et qu'en plus il le fait plutôt bien. Donc moi je suis très 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 curieux de voir ce que ça pourra donner. Et en plus on a des super manettes quoi, enfin on a des manettes dédiées. Toi t'en penses quoi du coup, en sachant que toi tu... moi dans tous les cas ça c'est pas possible à cause de la cinétose, le fameux motion sickness. Ensuite je suis content de voir que visiblement l'approche entreprise par l'Oculus Quest, qui je le rappelle n'avait pas besoin de tous ces branchements dans tous les sens, je porte mine de rien. Maintenant chez moi 2 et 2 se font. Est-ce qu'il y a le retour haptique dans les manettes du PlayStation VR 2? Normalement oui. Je l'achète pas, voilà, c'est dit, changement d'avis radical, instantané. Normalement c'est la technologie de la DualSense qu'il y a dedans. Oh oui, c'est la question que je me posais, c'est à quel point c'est proche de DualSense en fait. Attends, je dois être debout déjà, ça me fatigue, et maintenant il y a les doigts qui vont fatiguer en même temps, non. Reste à voir le prix maintenant. Moi je m'attends bien à un prix de PS5 Je pense aussi. 500 balles. Facile. Au moins ça, faut pas se faire d'illusion de virtualité là-dessus. Putain, ça fait cher les tendinites.
Oui, mais tu fais du sport, tu te vois. Alors après, c'est vrai que je vois Jean-Léo Techmaker acheter ce casque pour finalement faire ce qu'il fait tout le temps avec un casque, jouer à Beat Saber. Bon, Attends. Si, il y a le concept de gâchette dans Beat Saber pour les doigts, mais c'est pas des doigts qu'il va avoir. Il va avoir des muscles. Des biceps sur ses pouces. sur les doigts. Le placement des... faudrait au minimum au stick, quoi, pour... Non, mais la force de la poigne, maintenant, ça va se mesurer en DualSense. Je te on le fera dis. des combats d'index. Waouh. Waouh. T'as vraiment une grosse poigne. Ouais. Merci. Ça fait 3 ans que je joue à la PlayStation 5. Allez, actualité suivante. L'actualité qui suit concerne Horizon Forbidden West. On n'en avait pas parlé, je crois, encore jusque-là. C'est la suite du jeu qui était sorti un tout petit peu à côté de Zelda, Voilà. Qui, Là, lui, du coup, est sorti un petit peu avant Elden Ring. un petit peu avant Elden Ring. Mais ils Vraiment, font c'est un jeu exprès ou qui quoi qui est un petit peu avant quelque chose, tout le temps. Non, mais moi, je pense qu'il... Enfin, qu'est-ce qui va pas chez Sony, enfin... Ou chez Non, mais Guerrilla Games, je sais pas. Le jeu est super. Le jeu est super, mais comme le 1. Le jeu est super comme le 1, effectivement. Moi j'avais quelqu'un sur Twitter qui m'avait parce que je l'avais dit, j'avais récupéré ta phrase, encore un jeu qui se fait botter les fesses par un Zelda qui vient après, et sur Twitter on m'avait répondu non mais Horizon c'est un peu comme Vegeta, il est stylé, il est charismatique, mais en face c'est toujours cheaté. C'est un peu ça, hein, quelque part, je trouve aussi, effectivement. Toujours est-il qu'il y avait une vraie polémique derrière Horizon Forbidden West et sa sortie, une polémique tarifaire. Alors, on va se remettre un petit peu dans le contexte de ce qui s'était passé. À l'annonce de Horizon Forbidden West sur PlayStation 5, il avait été dit que la mise à jour PlayStation 4 vers PlayStation 5 serait gratuite. Très bien. Voilà. À l'annonce du jeu, quand il est passé dans un développement un peu plus avancé et qu'on a montré la version collector, PlayStation était revenu en arrière et avait dit la version PlayStation 5, si vous voulez mettre à jour la PS4 vers la PS5, ça vous coûtera 10 €. Et là, Jusque-là, j'arrive à suivre. C'est pénible de faire du rétropédalage comme ça, mais j'arrive à suivre. voilà, la mise à jour supplémentaire, ça coûte de la thune, les joueurs sont pas contents. Et je me souviens qu'ici on n'était pas content non plus, Victor. Oui, j'étais pas content. Bien sûr, 10 €. Oh, Bah, c'était dans la politique tarifaire de Sony qui disait les jeux PlayStation 5 coûtent 80 balles. oui, mais tu fais pas de rétro-pédalage comme ça. Tu fais du rétro-pédalage quand tu fais un studio de jeux indé. Pas quand t'es Sony. Genre du jour au lendemain, ah ouais, finalement il manquera 10 balles, les mecs. Non, bah non. Je sais pas, c'est ton vendeur du coin qui te dit qu'il manque 10 balles. Pas Sony. Dites-vous que la polémique était telle que Sony a encore fait rétropédalage et a dit non mais finalement ce sera gratuit. Et là c'est encore pire. Je suis désolé. Finalement ce sera gratuit, donc si vous achetez la version PlayStation 4 et que vous avez une PlayStation 5, c'est pas grave, vous pouvez passer directement sur la version PlayStation 5 après une petite mise à jour d'upgrade, gratuitement, vous passez de votre jeu PS4 à un jeu PlayStation 5. Parce que le problème, c'est que du coup, passer de gratuit, de mise à jour payante à mise à jour gratuite, la problématique derrière, c'est que les jeux PlayStation 5 ils coûtent toujours 10 balles plus cher. Donc, tu as Horizon Forbidden West sur PlayStation 4 qui coûte 70. Tu as Horizon Forbidden West sur PlayStation 5 qui en coûte 80. Mais si tu achètes la version PS4, tu peux avoir la version PS5 gratuitement. Donc, achetez plutôt la version PS4 à 70 € si vous avez une PlayStation 5 pour mettre à jour gratuitement et gratter 10 balles. Du coup, t'es en train de me dire que finalement, les upgrades, ils sont pas si chers que ça? Je ne sais pas, en fait, où veut en venir Sony avec ses upgrades à 10 balles, parce que c'est toujours 10 balles les upgrades. Je ne sais pas où ça veut en venir. Mais là, en lâchant du lest, est-ce qu'ils seraient pas en train d'admettre que finalement, les 10 balles, ils sont pas forcément justifiés? C'est pas que c'est pas justifié, je pense qu'il doit y avoir un coût, mais je pense surtout que c'est un couac au niveau de la communication qui s'est fait là. Je sais pas ce que vous en pensez à ce niveau-là. Je pense pas que le coût il soit vraiment si significatif que ça, mais c'est surtout une question d'image de marque peut-être. Tu sais, un truc de nouvelle génération peut pas être au même prix qu'un truc d'ancienne génération. Tu crois? Apple a fait ça pendant très longtemps, je crois, par rapport aux AirPods, si je me trompe pas. Il y avait des délires où les AirPods, les pros ne pouvaient pas être au même prix que les nouvelles générations. Du coup, ils avaient fait baisser des prix parce que justement, ça pose problème. Quand tu offres un nouveau produit, tu peux pas te permettre que l'ancien puisse avoir un prix au-dessus, tu vois.
Oui, effectivement, quelque part, c'est... Tu vois, par exemple, la personne, elle achète un jeu PS5, donc ils s'attendent à qualité de jeu PS5. Si à côté de ça, ils voient le jeu d'une console précédente Au même prix. au même prix, il se dit... C'est quoi le problème? Est-ce que mon jeu PS5 n'est pas assez PS5 ou est-ce que ce jeu-là PS4 est finalement meilleur que la version PS5, etc., etc. Donc je pense qu'il y a... Victor il a pas tort, je pense il y a ce problème-là de offrir entre guillemets une expérience meilleure via une console de nouvelle génération qui est censée être plus puissante, plus moderne, plus futuriste, tout ce que tu veux. Le problème derrière, effectivement, c'est offrir un upgrade gratuit. Est-ce que c'est vraiment raisonnable? On se rend compte surtout derrière que finalement, actuellement, on n'a pas encore de jeu exclusif PlayStation 5. Parce que ce système d'upgrade, etc., il fonctionne bien parce que les jeux de base, ils sont sur PlayStation 4. Et que les versions PlayStation 5, c'est que jamais des versions débridées des versions PlayStation 4. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. À part rajouter du ray tracing quand il pourrait y avoir éventuellement du ray tracing. Mais est-ce que le ray tracing, c'est vraiment ça l'ajout de la génération quand derrière la plupart des jeux n'arrivent pas à le gérer même à 30 images par seconde, tu vois. Je trouve que c'est très compliqué de justifier encore cet écart de prix. Je pense que Sony essaye de justifier le gap générationnel. Bon, on y revient finalement. Mais il est injustifiable en réalité. Pour le moment, il est injustifiable. Enfin, c'est comme si tu faisais payer plus cher des jeux, tu sais, PlayStation 4, PlayStation 4 Pro. Ouais. Pour moi, c'est la même chose. Du moment que ça se chevauche, tu peux pas vraiment justifier ça. Et que là, pour moi, ils font juste de l'encensement. Enfin, ils encensent la nouvelle génération parce que, encore une fois, tu peux pas te permettre qu'un produit tout neuf, tout stylé, next-gen, tout ce que tu veux, puisse être au même prix qu'un truc, la vieille PlayStation 4, tu vois. Non, c'est pas possible. Et toutes les marques font ça. Si tu regardes de plus près, on s'en rend peut-être pas trop compte, mais presque tout le monde fait ça. Que ce soit, enfin, encore une fois, pour les produits technologiques ou les jeux vidéo. Enfin, il y a quoi comme exemple Non, mais tu vois, à côté, Microsoft le fait pas. Mais c'est parce que leur idée, c'est de proposer un abonnement à 15 balles par mois. Voilà, c'est ça. Eux, ils attaquent sur un autre truc, c'est le Game Pass. Donc forcément, ils sont pas dessus. Mais oui, je pense que moi, il y a une question d'image. C'est The PlayStation 5. Toujours est-il que les joueurs, en fait, même s'ils sont conscients de cette différence-là, enfin non, ils sont peut-être pas conscients. Peut-être parce que nous, on est dans notre petit microcosme de personnes qui suivons l'actualité. Donc ce genre de douille, on les voit venir. Mais toujours est-il que au Royaume-Uni en tout cas, 68% des copies vendues de Horizon Forbidden West sont des copies PlayStation 5. Ouais. Donc il y a beau avoir une douille de 10 balles qui n'est pas justifiable d'une version à l'autre, parce que tu aurais pu te contenter d'acheter une version PS4, toujours est-il que les joueurs préfèrent avoir cette version-là. Alors le site de jeuxvideo.com donne des petits points pour essayer de comprendre, tu vois, genre une mise à niveau, c'est quand même une mise à jour supplémentaire avec des gigas d'installation supplémentaires par rapport à la version standard. Ou alors il y a le côté collectionnite, les gens qui... Moi je sais que c'est un truc qui marche bien sur moi. Ouais, mais c'est pas tout le monde ça, tu vois. Oui, voilà. La grande partie des gens, qu'on le veuille ou non, c'est surtout financier. Tu sais, moi c'est couillon, mais je sais qu'Horizon, quand je le prendrai, parce que je l'ai pas pris, parce que moi j'achète les jeux en boîte maintenant que quand je fais un pari sur leur disponibilité future. Un Monarch par exemple, je sais que ça risque d'être dur de trouver d'ici 1 ou 2 ans. Ouais. Un Horizon, je sais que dans 1 ou 2 ans, j'en trouverai facilement sur PS5. Et vu que j'ai pas le temps encore de le faire, tu vois, donc je l'ai pas encore pris, mais je sais que je prendrai la version PS5. Juste pour avoir le liseré blanc. Je sais, c'est débile, hein, mais... Non, mais c'est normal. Hein. Dans une étagère, c'est esthétique et tout, hein, c'est important. C'est esthétique, il y a un côté presque psychorigide là-dedans. C'est bon, écoute... C'est pas pour rien que les boîtes changent. Hein, oui, c'est pas... les boîtes changent, quoi. Donc, quand on a un affect pour la version physique du jeu, je comprends qu'on ait un affect pour la boîte. Ouais, mais quand même, tu vois, de te dire, t'en es... Moi, j'aurais fait si je savais qu'il y avait de la rareté derrière, tu vois. Mais de là à payer 10 balles de plus pour un liseré blanc, après, c'est chaud. Et puis moi, s'il vous plaît, mesdames et messieurs du Royaume-Uni, je vous trouve un peu présomptueux. Hein. Il n'y a pas autant de PS5 que ça. Arrêtez. Déjà, pour commencer. Et de deux, je suis quasiment sûr que la moitié, ils avaient juste la flemme d'annuler, tu vois. Tu crois ? Je pense. Tu précommandes un jeu, t'as peur potentiellement qu'il y ait, tu sais, quand tu annules, t'arrives pas à en récupérer un autre. Enfin, je sais pas. Pour moi, c'est juste de full flemme. Pour 10 balles, c'est full flemme, certain, c'est sûr et certain. Mais 10 balles quand même, c'est oui, cher. non, c'est énorme 10 balles, hein, mais je suis sûr qu'il y en a qui sont mis en mode full flemme.
Ça nous est tous arrivé une fois dans la vie quand même. Oh, j'ai pas envie d'annuler, vas-y flemme, je le reçois bientôt. Donc ouais, je comprends. Mais bon, Royaume-Uni encore une fois. Hein. On passe à la suite. On passe à la suite. La dernière actu du coup concerne les reviews de Elden Ring, qui se place d'après OpenCritic comme étant un des jeux les mieux notés de la plateforme OpenCritic. 97 de moyenne de reviews sur OpenCritic, qui le place deuxième derrière Super Mario Odyssey. Sur Metacritic, j'ai pas vu, il était à combien sur Metacritic? 97 pour le moment. 97 c'est le aussi. Metascore critique. Ouais, Il n'y a pas les joueurs encore. oui, parce qu'il vient de sortir. Sur OpenCritic, il est plus à 97, il est à 96. Non. Si, du coup Mario Odyssey est devant. Et aussi, là, cette nouvelle-là, nous, on la tient entre autres d'un article de jeuxvideo.com. Sauf que ce que jeuxvideo.com ne fait pas, et omet complètement, c'est que OpenCritic n'a pas les critiques des anciens jeux. C'est un site qui s'est beaucoup développé de par la mort de GameRankings, par exemple, mais que les critiques d'OpenCritic, des jeux sur OpenCritic, je crois que ça commence à partir de 2016 ou 2017. Ah oui. Donc du coup, sous-titrer ton article « Le meilleur jeu de tous les temps » quand toi-même tu es jeuxvideo.com, mais que tu t'es basé sur un seul agrégateur, Qui a à peine quoi, 4-5 ans, c'est ça? et que t'as tapé le meilleur superlatif du monde, Oh, si je peux me permettre, on dit des youtubeurs, mais ils font pire. ça dénonce. Ça frappe. Tu vas finir dans le 60 C'est sous secondes, la fais attention. ceinture, là. Toujours est-il que Elden Ring a eu ses critiques qui sont tombées. Elles sont dithyrambiques. Il y a beaucoup de 10 sur 10. J'étais tombé sur une image qui était partagée par Bandai Namco pour la promotion du jeu, dans lequel tu voyais une avalanche de 10 sur 10 sur l'image, masterpiece, tout ce que tu veux, avec juste au centre le logo du jeu Elden Ring et tout ça. Bref, ça sert bien pour la campagne promotionnelle. Toujours est-il qu'à titre personnel, vu que moi ça fait déjà un petit moment que je suis dessus, bon, j'irai pas jusqu'à taper le 10 sur 10, hein, pour des raisons que, bon, les jeux parfaits, tout ça, blablabli, blablabla, mais j'ai jamais vécu d'aventure aussi prenante que ça, donc je le comprends, genre vraiment, c'est vraiment la première fois que je suis en train de me dire, ah ouais, je suis en train de vivre un truc. Alors, vous, forcément, vous êtes un petit peu plus extérieur à tout ça, parce que vous n'avez pas pu le tester, vous m'avez vu jouer un petit peu. Qu'est-ce que ça vous évoque de voir toutes ces notes, tout ce positivisme, c'est la formule aboutie de From Software avec Dark Souls, Sekiro, Bloodborne, tout ça. Ça vous évoque quoi? Alors, à titre personnel, déjà, je vais commencer par me corriger. OpenCritic est en vérité active depuis 2013. Ah. Donc du coup, ça va, il y a encore un petit peu de la génération Wii U, hein, tant qu'on est là. Et ensuite, plus le temps passe, plus j'ai beaucoup de mal avec l'idée de noter des jeux. Oh. Non, mais c'est... Au bout d'un moment, on n'est pas à l'école, on note les films. Non. C'est vrai. Si, oui, on les note avec les Rotten Tomatoes. Ah oui. Ah, oui, sauf que l'agrégateur, bon, il fonctionne de manière beaucoup plus lâche que... Metacritic marche aussi avec les films. Oui, je sais, mais c'est pas calculé de la même manière. C'est pas quelque chose de systématique. Oui, Il y avec a beaucoup de magazines de cinéma très sérieux qui ne notent pas les films depuis plus longtemps que Metacritic existe. Maintenant, pour parler du jeu plus exactement et toute considération à la con mise de côté, je suis content. J'ai pas encore eu l'occasion d'y jouer. Il est sorti sur PS5. PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC. Ce que j'aimerais bien voir, c'est le comparatif entre ces différentes versions. Il est sorti, figure-toi. Il est un peu meilleur sur PlayStation 5. Il est un peu meilleur sur PlayStation 5. Un peu meilleur pour le framerate. Et si vraiment tu tiens à avoir absolument le 60 images par seconde, parce que le mode performance de Elden Ring sur PlayStation 5 permet d'osciller entre 45 et 60 images par seconde. Donc le 60, ce sera sur PC. Tu peux avoir du 60 en 1080p si tu prends la version PS4 et que tu joues à la version PS4 sur PS5, parce que le framerate est débridé. Oh, c'est compliqué. Ouais. Mais Oh, c'est c'est compliqué. compliqué. Qu'est-ce que c'est que cette combine, monsieur? Ça s'appelle les résultats de Digital Foundry qui a trouvé que comme le FPS est débridé sur PS4 parce qu'il faut avoir prévu la possibilité de le sortir sur les générations suivantes, et ben tu peux faire, malheureusement c'est au prix du 1080p, mais
tu peux faire du 60 images par seconde sur PlayStation 4 si tu joues sur PlayStation 5. D'accord. Mais sur PS5, c'est un peu mieux. Il y a un peu moins de perte de framerate sur PlayStation 5. Mais est-ce qu'il faut payer 10 € en plus? Non, bah non, parce que c'est un jeu d'éditeur tiers qui n'a pas la même politique Ah. que Sony. Tiens. J'ai rien dit, vas-y. Mais du coup, toi, ça t'intéresse ou Moi, pas alors moi, c'est là que le paradoxe entre, c'est que ça me rend suspicieux, tu vois. Pourquoi Trop de 10 sur 10 au même endroit. Je suis là en mode... Mais je sens que ça sent bon, tu vois. C'est pas possible. Donc ouais, ça m'intéresse. Là, je range, je me le prends. Ok. Sur le chemin. Roue arrière. Et je rentre avec Elden Ring pour me faire casser la gueule tout le week-end. Ah ouais, non mais c'est ça, ouais. Parce que le jeu il est dur, hein. Il y a... Moi je suis à des moments où ça commence à devenir assez vénère. J'en suis pas à jeter ma manette, mais des fois je suis un peu pris d'incompréhension. Elena, toi qui du coup a une expérience de Elden Ring avec moi qui joue régulièrement à la maison, Effectivement. qu'est-ce que tu en penses toi? Bah, concernant les systèmes déjà de notation, je t'avoue que je sais qu'il y a pas mal de sources du coup qui notent, que ce soit les sites, les journalistes, etc., etc. Les Jedi aussi. Ils ont souvent la tendance à je sais pas, à en mettre trop, tu vois, pour des raisons un peu obscures, on sait pas trop, ils ont trop aimé, c'est trop leur genre, etc., etc. Et derrière, on se retrouve avec des jeux qui ont des notes qui ne correspondent pas forcément à la réalité. Donc là, avoir le 10 sur 10 de la part de tout le monde, d'un côté, c'est cool parce que finalement, c'est rare d'avoir autant de succès, entre guillemets, avoir une note si importante. Mais de l'autre côté, tu te dis, bon d'accord, 10 sur 10, et on fait quoi avec en fait? Est-ce que c'est quoi? C'est un messie? Est-ce que tout le monde va vraiment aimer? Est-ce que ça me... Comment dire? Est-ce que c'est sûr que du coup, moi personnellement, je vais apprécier le jeu? Parce que 10 sur 10, c'est vis-à-vis de quoi? C'est vis-à-vis des capacités techniques du jeu, vis-à-vis de plaisir, mais ensuite ça dépend des joueurs. Elden Ring tel qu'il est, il peut aussi absolument ne pas plaire à des personnes qui ne mettront absolument pas 10 sur 10. Donc bon, ça reste toujours très subjectif, je trouve, comme... Ouais, de toute manière, un test, qu'il soit noté ou non, il est toujours extrêmement subjectif, Oui. t'auras jamais... Mais je vois où tu veux en venir, dans le sens où c'est un... Ça 10, peut 10 sur devenir... 10 n'est pas un jugement en soi, quoi, c'est juste... Ouais, Ça peut hors être contexte, c'est compliqué, quoi. un 10 sur 10 parfait partout, etc. Mais ça ne prouve pas que ça va être un excellent jeu pour tout le monde. Donc c'est Et ça aussi. je Et tu trouve- peux toujours sortir déçu de cette expérience-là, justement, en te disant, ok, 10 sur 10, donc ça doit être parfait, Ça va me plaire. ça va me plaire. Ouais. Mais finalement, bah, ça peut être absolument à côté de la plaque, et tu peux te dire, non, mais je vois pas où il est le 10 sur 10, je comprends pas. C'est- Et du coup, tu seras plus déçu, même vis-à-vis de cette promesse d'une expérience extrêmement riche, extrêmement incroyable, du jamais vu, j'en sais rien. Tu peux sortir absolument déçu de ce genre d'expérience. Donc, en donner autant, en donner trop, est-ce que c'est pas non plus tromper un peu les gens Tromper, non. pas volontairement, mais tu vois, de les amener vers une promesse de quelque chose de absolument abouti, qui reste quand même assez subjectif, tu vois. Je vois ce que tu veux dire, dans le sens où, même si Elden Ring fait des petits pas vers l'accessibilité, Oui. de manière globale, le fait d'en avoir fait un monde ouvert, c'est déjà une ouverture vers le grand public, parce que je crois qu'il n'y a pas plus à la mode, entre guillemets, que faire un monde ouvert en 2022. Le fait de mettre en avant ces notes, etc., le fait d'avoir une médiatisation à ce point, ça va forcément attirer des gens. En plus, t'as J.R.R. Martin qui a chapeaute participé le lore, aussi, etc. Donc, tu vois bien que tu mets le projecteur sur une frange de population qui est quand même relativement large, pour un jeu qui, même s'il a tous ses atours d'accessibilité, reste dur. Ça reste un jeu dur, mais pas que dans le gameplay, ça reste aussi un jeu dur visuellement. Ça peut être un peu difficile, un peu gore, un petit peu gore, oui. Il y a cauchemardesque dans certains, ça peut être hyper impressionnant, c'est pas un jeu à mettre entre toutes les mains. C'est ça. Et c'est vrai que dans l'inconscient collectif, et je trouve que c'est vrai que là t'as raison, de montrer le 10 sur 10 comme ça laisserait sous-entendre plus en réalité qu'une note Peggy. Oui.
ça laisserait sous-entendre que ce serait un jeu pour tout public. Exactement. Et tu vois, quand je vois une note aussi élevée et aussi persistante partout, chez toutes les sources, etc., moi, ce que je veux voir, c'est justement dans ce cas-là, le test le plus abouti possible. Je veux pas un petit test après une quinzaine d'heures de jeu, après une journée, après un bref coup d'œil sur comment ça se joue. Je veux un test complet avec tout ce qui peut plaire ou pas plaire, avec toutes les petites coquilles qui peuvent se cacher dans le jeu, parce que quand tu dis 10 sur 10, dans ce cas-là, tu expliques vraiment où est-ce qu'il est ce 10 sur 10, justement pour prévenir les gens que s'il y a des difficultés, qu'il faut prendre des pincettes, qu'il faut comprendre que malgré, par exemple, je sais pas moi, le côté gore du design, ou malgré la difficulté quand même présente dans le jeu, malgré tout simplement le style du développeur qui demande de faire des efforts pour appréhender le jeu, malgré tout ça, le jeu reste excellent par exemple, et il faut que les testeurs et les journalistes proposent directement des réponses aux questions que les joueurs peuvent se poser pendant qu'ils jouent. Donc il faut anticiper dans ce cas-là. Il faut essayer de donner une expérience, on va dire, préventive aux joueurs qui voudra se lancer à fond dans ce jeu-là, à découvrir, parce qu'il y aura beaucoup de gens qui vont découvrir pas seulement le jeu, mais tout le genre de ce genre de jeu, tout l'univers possible, et n'ont jamais par exemple joué aux Souls avant ça. Donc, même si oui, mais après, même si ça reste quand même assez médiatisé, etc., il faut donner cette possibilité-là aux gens de se renseigner au maximum et pouvoir anticiper tout ce qui peut arriver finalement. Donc préparer, coacher le joueur en avance pour qu'il sache à quoi s'attendre, au moins en termes d'implication qu'il faudra mettre dans le jeu. Très bien. Bah écoutez, merci beaucoup d'avoir tous intervenu sur ces nouvelles Blasto News. On va pouvoir se quitter là. Merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés jusqu'ici. Désolé pour cette histoire d'hexagone. Oui. Même si je sais qu'il est trop tard, les dommages sont faits. Le sexagone. L'étoile est tombée. Le sexagone. Sextagone. Ça fera quand même 10 Le balles. sextagone. Ouais. Merci Elena, merci Étagère, merci Mage. Merci à toutes et à tous. On vous embrasse. À la prochaine. Ciao. Bye.